maintenant, une longue cimée pour nous manger. Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et comme promis la semaine dernière, nous retrouvons nos invités sur le plateau pour continuer cette discussion autour de la paix. Bonsoir Harry, Jonathan, David et Alia. Alia, on s'était arrêté justement la semaine dernière avec vous. Vous nous parliez du rôle des jeunes. Mais puisque cette journée mondiale de la paix que nous avons célébrée le 1er janvier avait été instituée par un pape, d'ailleurs, il y a 2 journées pour la paix. Il y a celle des Nations Unies en septembre, qui est la journée internationale, et la journée mondiale qui a été instituée par l'Église catholique. Elle est le 1er janvier. Et donc, le pape disait que s'il y avait d'ailleurs, j'ai posé cette question dans un des programmes l'année dernière, s'il y avait des femmes dans des postes de responsabilité, plus de femmes, si on donnait plus de responsabilités aux femmes, il y aurait plus de paix, il y aurait moins de guerre. Quel est votre sentiment dessus, Alia? Premièrement, je dirais que ce n'est pas une question d'égalité des genres pour pouvoir construire la paix. Ce n'est pas une question uniquement de l'égalité des genres. Donc, comme on dit, c'est une problématique qui est multifacette, donc on a plusieurs angles. Donc, premièrement, moi, je dirais que je parlerai de l'égalité des genres après, mais en premier, je dirais qu'on ne peut pas comprendre le présent si on n'a pas fait un diagnostic du passé. Chaque État a un héritage historique. Donc, on ne peut pas réellement accéder à la paix, qui est une construction, sans pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Cet héritage historique est malheureusement très, très lourd pour chaque État. Certains États ont vécu la guerre, beaucoup d'entre nous. Certains dont le passage de la colonisation à l'indépendance fut très brutal. Donc, quand on parle de paix, on ne peut pas comprendre la paix dans un contexte contemporain si on n'a pas réellement fait une introspection dans le passé. Cet héritage, premièrement, est-ce qu'on a dépassé? Est-ce qu'on a transcendé? Est-ce qu'on a compris les erreurs commises dans le passé? Qu'est-ce qu'on a compris? Comment peut-on vouloir une paix qui est pour moi purement utopique si on n'arrive pas à mettre l'accent sur les leçons du passé? Si je prends l'exemple de la Première Guerre mondiale, pourquoi on a eu la Deuxième Guerre mondiale qui est une répétition cyclique de l'histoire? L'histoire se reproduit parce qu'on n'a pas compris. Que faire avec les instances internationales telles que les Nations Unies? Même si on a essayé d'avoir la concertation entre les États qu'on appelle la coopération internationale, que ce soit au niveau horizontal ou vertical, malgré ça, on n'a pas pu empêcher la Deuxième Guerre mondiale. Où réside le problème? Ce n'est pas une question d'égalité de genre uniquement. C'est une question que le niveau de conscience n'a pas été changé. Que faire avec les institutions si l'homme n'a pas réellement changé le niveau de conscience? On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. L'égalité de genre, je dirais, c'est un point. On ne peut pas comprendre la construction de la paix dans une société uniquement avec le gender lens, avec une perspective uniquement de genre. Donc, cet héritage que je vous parle est très lourd. La paix, malheureusement, la paix n'est pas absence de guerre. On a la paix au niveau individuel, la paix au niveau sociétal et après au niveau régional et international, à plusieurs sphères. Comment construire cette paix? Tout est dérivé de l'homme. Si l'homme a réellement changé son niveau de conscience, on a compris par les erreurs du passé, on a transcendé, on a dépassé notre héritage historique, nous n'allons pas être dans le phénomène de répétition.
Et moi, je pense qu'il y a eu la bagarre raciale à un moment donné à Maurice, mais là, on n'en trouve pas parce que les gens ont compris. Donc, Maurice, c'est vrai, comme vous disiez, Marie-Josée, on parle de paix, mais on a toujours de violence au niveau de la société. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la paix? Donc, au niveau de l'égalité des genres maintenant, c'est un point que je dirais est important, mais il faut bien savoir il faut traiter l'égalité des genres avec beaucoup d'équité. Il faut faire justice aux hommes et aux femmes également. Je ne dirais pas que la place prépondérante des femmes va changer, mais il faut vraiment avoir une balance. Donc, il ne faut pas vraiment tomber dans les deux extrémités. Le fait qu'on a une société patriarcale dans le passé, il n'y a pas eu d'égalité entre hommes et femmes, parité homme-femme, femme n'était pas présente, ne veut pas dire que maintenant on va tomber dans l'autre extrémité, on donne plus de place aux femmes qu'aux hommes. Mais il faut vraiment garder cet équilibre entre l'homme et la femme. Oui. Alors, la semaine dernière, nous avions vu le rôle de la politique, mais il y a un autre élément qui est pointé du doigt, les médias, les réseaux sociaux. Donc, comment faire, comment agir pour que ces éléments, les médias, les radios, les télévisions et surtout les réseaux sociaux puissent être des agents de paix, de cohésion pour éviter justement ces violences? Harry. Merci pour cette question, Marie-Josée. Donc, c'est une question très intéressante. Et pour vous dire que la technologie, qui résume, allons dire, les médias et les réseaux sociaux et tous les moyens de communication que l'homme a à sa disposition aujourd'hui. Donc, la technologie va très vite, très, très vite. Et des fois, on reste à l'arrière. Donc, la technologie est très avancée. Et des fois, on arrive avec des lois, c'est vrai, dans chaque pays, pour essayer de bien gérer la technologie qui nous sont à notre disposition. Donc, je dirais que, pour revenir à ce que David disait la semaine dernière, donc, sur le langage qu'on utilise, parce que parle de réseaux sociaux, donc le langage est très souvent violent donc, quand on voit les partages sur les différents réseaux sociaux. Donc, il y a un écrit de Baha'u'llah qui dit que un langage bienveillant, c'est l'aimant qui attire le cœur des hommes. C'est le pain de l'esprit. Et c'est des mots, des significations, et puisés d'une fontaine d'où coule la lumière de la sagesse et de l'intelligence. Donc, si on médite sur cette pensée, sur cet écrit, on va voir que le langage, s'il est bien utilisé, un langage bienveillant, ça va attirer les hommes. À nous dire, si du monde, ce langage tout le temps grossier, bien, on ne va pas vouloir être en présence de cette personne. Donc, quand on regarde sur les réseaux sociaux, comment on abuse des fois le langage malveillant, le langage très grossier. Donc, il faudra faire un examen de conscience et revoir nos habitudes sur ces réseaux, comment on peut adopter une attitude beaucoup plus responsable et dans le respect des autres, et comment on peut communiquer d'une façon avec un langage bienveillant. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, pour en revenir sur les technologies, c'est vrai, avec les médias et tout, ben moi, je dirais que le Conseil des religions a un grand rôle à jouer dans ce domaine-là, en ce qu'il s'agit de collaboration avec les différents acteurs à l'île Maurice, que ce soit la presse écrite, les radios parlées, etc. Et je pense qu'on a commencé à réfléchir là-dessus au niveau du Conseil, et on va certainement, au cours de l'année et l'année suivante, dégager des projets pour avoir cette collaboration avec les médias, avec les radios, pour voir comment on peut développer, allons dire, cette intelligence spirituelle. Et bien des recherches académiques commencent à démontrer que l'intelligence spirituelle est quelque chose d'incontournable. Donc, par rapport avec l'intelligence intellectuelle, l'intelligence émotionnelle que l'homme a développée, a bien utilisée, allons dire, pour faire avancer les civilisations, on arrive maintenant à comprendre qu'il nous manque cette intelligence spirituelle. Et comme avait souligné Alia, donc cette intelligence spirituelle commence dès le petit âge. Donc il nous faudra revoir notre système d'éducation. Si on parle à Maurice, par exemple, il faudra revoir comment inculquer les valeurs dès la petite enfance et puis pendant l'adolescence, et bien sûr pour les adultes également.
et voir comment dans cette collaboration avec les médias, avec la presse, on peut dégager et faire émerger cette conscience spirituelle. Dans n'importe quelle tâche, n'importe quelle profession que nous sommes engagés, que nous soyons des universitaires, que nous soyons des professionnels du média, que nous soyons dans l'enseignement, c'est important d'avoir cet élément de la spiritualité. Même pour l'écologie, même pour adresser, par exemple, à l'élimination de la pauvreté, par exemple. On ne peut pas éliminer tous ces problèmes qui affectent la société mauricienne dans son ensemble sans une éducation spirituelle. Alors, c'est une très bonne nouvelle que le Conseil des religions prend justement conscience que nous avons un grand problème de société avec, aujourd'hui, en un clic, on a une information, elle peut être fausse, elle peut être fabriquée. Et alors, peut-être, Jonathan, vous, en tant qu'homme de communication, quel est votre point de vue sur cette course au scoop, sur cette façon de faire des Robins des Bois un peu partout? Alors, merci. Je voudrais rebondir d'abord sur quelque chose qui est exceptionnel qu'a dit Alia. Je retiens deux grands mots. Elle a parlé de l'héritage, de l'histoire, et elle a parlé en même temps de l'avenir, de l'éveil de conscience. Donc, ces deux grandes idées-là, et moi j'ajouterais dans ce sens-là la question de nos représentations, de nos images, l'image mentale avec lesquelles je vois l'autre. Je vois un adversaire politique, je vois un voisin, je vois quelqu'un, un journaliste ou moi, journaliste, je vois l'autre. Ces images mentales et qui sont liées à notre héritage, il faut que nous puissions essayer de les interroger aussi. Ce travail que nous avons tous à mener au niveau individuel et collectif, c'est un travail qui doit aussi interroger nos propres images. Parce que, comme a dit Alia, ce travail n'avait pas été fait au niveau de la Première Guerre mondiale. Donc, l'Allemand, on lui collait l'image diabolique. Donc, l'Allemand était le représentant, l'incarnation même du mal. Et c'est ce qui va entraîner la Seconde Guerre mondiale. Notre histoire aussi, depuis le début du XXe siècle, a vu comment on a brandi l'une ou l'autre communauté comme le diable, comme le bouc émissaire, comme la représentation même du mal. Et donc, notre histoire du XXIe siècle, elle a été pavée aussi par ces images, ces représentations, ces visions de soi, de l'autre, etc., etc. Oh, si l'on continue à avancer sans remettre en question, sans interroger ce genre de dimension-là aussi, eh bien, on ne va pas changer les choses grandement. On restera dans la même maquette, dans le même modèle de société. C'est la raison pour laquelle, au niveau du Conseil, on ne parle pas de multiculturalisme, mais on parle d'interculturalité, d'interreligieux. Ces mots ne sont pas au hasard, parce que l'interculturalité et l'interreligieux, ce sont des noms qui révèlent une autre maquette, un autre projet de société, où l'on peut assumer aussi nos différences, nos tabous, nos représentations, où l'on peut oser aborder ensemble des sujets qui peut-être qui fâchent, qui sont un peu durs, qui sont durs aussi en raison de notre histoire, des sujets que l'on veut essayer de garder sous terre, mais parce que c'est délicat, mais peut-être dont on parle dans nos salons. Oui. Et c'est ça ce que l'on appelle de nos voeux à travers l'interculturalité et l'interreligion. Donc, pour revenir sur ce qu'a dit Harry et votre question, c'est comprendre que le journaliste, l'homme de presse, est aussi un acteur de paix et de la démocratie. Et donc, trop facile de mettre tout le tort sur, comme on disait la semaine dernière, que Pasteur David a dit la semaine dernière, tout le tort sur le politicien, ou alors tout le tort, ou alors toute la responsabilité sur l'école, et comme si, finalement, on se lave les mains. On est tous porteurs de responsabilité. On est tous membres de l'État. On est tous citoyens. On a tous cette responsabilité politique
au sens masculin du terme. Donc, le journaliste aussi est appelé, le journaliste ou l'homme et la femme de la presse en général, est appelé à prendre conscience de son rôle comme acteur démocratique. Et pas juste pour faire vivre un journal, pas juste pour trouver ce qui vend le journal, pas juste pour trouver le sensationnalisme. C'est vrai. L'année dernière, j'avais participé à une conférence débat sur la question presse et démocratie, où l'on parlait des impératifs économiques. Et aujourd'hui, le public, il est beaucoup plus réceptif quand on vend du sensationnalisme. Donc, il y a aussi une éducation à avoir au niveau du public, bref, de nous tous. Donc, il y a une éducation, dans son sens le plus profond, qui ose aussi les tabous au niveau de nos frères et sœurs en humanité, c'est-à-dire les journalistes, les médias, etc. Il y a une éducation à mener auprès des jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a tout ce rapport au digital, mais on a une éducation à mener au niveau de la société en général, du public, parce que si on veut vraiment oser une nouvelle maquette, un nouveau modèle de société, ben, on est tous dedans, et pas certaines personnes seulement qui vont porter le chapeau et les autres personnes, ben, nous mangent puissance, nous de cinéma. Oui. Et donc, quand on parle de société, on arrive tout de suite au mot justice, injustice, et dont le pape, il dit que la guerre naît de l'injustice. Qu'est-ce que Alia, en tant qu'avocate, comment vous... J'appréhende cette notion de justice. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs types de justice. En nature, nous avons la justice sociale et la justice légale. Donc, on a recours à la justice légale quand nous avons porté une affaire en cours. Donc, moi, je dirais plutôt que par rapport au message du pape, c'est plutôt la justice sociale. OK? Donc, qui est très important dans une société démocratique parce qu'on ne peut pas concevoir la paix sans la justice. Mais en même temps, il faut comprendre où naît cette justice, quelle justice, vous voyez ce que je veux vous dire? Parce que si on prend les problèmes dont fait face les couples, hein, on a beaucoup de violences domestiques. Récemment, dans les journaux, un mari est entré dans le bus et a tranché la gorge de sa concubine, de sa compagne. Où va-t-on? Pourtant, on en parle de Maurice comme un exemple d'une société pacifique. Mais là, on parle vraiment on va un peu plus loin que la société est malade. Et cette maladie, comment peut-on réellement traiter? Parce que les problèmes qu'on a dans les couples, ça sort d'où? C'est un problème d'éducation? C'est un problème, comme disait mon frère Harry, est-ce que c'est un problème de valeur? Donc c'est vrai que je dirais que le pape a parlé d'une manière très générale et générique. On ne peut pas avoir de paix s'il n'y a pas de justice. Mais en même temps, ça va beaucoup plus loin. La notion de justice, il faut vraiment l'aborder d'une manière très détaillée. Quand on est en train de lire un texte, on est en train de faire une analyse du texte, on parle de justice. Mais est-ce qu'on parle de justice dans notre vie quotidienne tous les jours? Non. Est-ce qu'on le ressent? Non. Pourquoi? Parce que c'est un concept trop fort. Les gens, ils vivent plutôt soit dans l'absence d'amour, soit dans le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité. Donc, les gens, à leur niveau individuel, c'est très difficile pour eux de comprendre d'où ils sortent, qu'est-ce qui va mal en eux. Et là, je dirais que j'ai parlé tout à l'heure sur l'héritage historique, mais là, je pense que s'il faut vraiment avoir une bonne compréhension ou une maîtrise de la notion de justice sociale, il faut réellement penser sur l'héritage, cette fois-ci, relationnel et parental. Si aujourd'hui notre société souffre de cette défaillance, il y a des lacunes, c'est parce que les gens ne sont pas heureux à la base. Ils ont des manquements vous savez, intérieurs, des manquements intérieurs au niveau de l'individu. Comment traiter ce problème? Comment pallier ces insuffisances? La semaine dernière, Alia, vous nous parliez des jeunes et je me tourne vers vous, pasteur David White. Chaque année, il y a un thème à la Journée mondiale et le thème était cette année, aujourd'hui,
éduquer les jeunes à la justice et à la paix. Et donc, Pasteur White, comment vous vous prenez à travers vos sermons, à travers vos formations, comment vous vous prenez pour éduquer les jeunes à la justice et à la paix? Alors, comment je m'y prends? Je ne dirai pas moi ce que je fais. Je voudrais souligner qu'il y a des gens qui ont beaucoup de courage. Je crois que aujourd'hui, il y a tellement de remue-ménage, mais nous ne voyons pas les belles choses qui sont faites ici à Maurice. Par exemple, au ministère de l'Éducation, ils sont en train de mettre sur pied Ethics Education. Et il y a une chose à laquelle nous n'avons pas pensé et que nos chercheurs à l'Université de Maurice sont venus avec, c'est créer un curriculum pour le media literacy. Hein? Enseigner les enfants, enseigner les jeunes, c'est ce qui nous manque. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Nous sommes dans un contexte disruptif. Le monde connaît beaucoup de disruptions. Le plus grand facteur, le plus grand pilier de cette disruption, c'est la technologie. Nous voyons des changements partout. Nous sommes une société, un monde en pleine ébullition. Nous avons raté probablement quelques rendez-vous, quelques actions, mais je dis, il est temps pour nous de corriger les aspects dysfonctionnels de notre société. Nous avons des dysfonctions, mais nous avons des intelligences incroyables ici dans notre pays. Et il est temps, quelque part, de réunir ces intelligences. Je crois que nous avons une chose extraordinaire. Je vais vous citer un exemple. Comment parfois on croit qu'il y a des gens qui sont des repoussés, des recalés. Et nous avons tellement de bias, nous avons tellement de préjugés contre les gens. Et voilà, j'animais un workshop au mois de novembre de l'année dernière et que je voyais une petite jeune fille très prenante, très impliquée dans les discussions. Et je connaissais ses origines sociales. Et voilà que je trouve que cette jeune, dont le père est un enflé-camion, le grand-père était un enflé-camion, aujourd'hui en train de faire des études en finance et en économie. Et je crois que notre grande... Vous savez, je suis un descendant de Jean Lebrun, qui est le fondateur de l'éducation gratuite. Bon, ça c'est pour l'histoire. Mais je crois que c'est la plus belle chose que nous avons à Maurice. C'est instruire, éduquer. Et chacun de nous, nous devrions être un éducateur. Parce que nos éducateurs nous inspirent. Le pays a besoin d'inspirateurs, pas de fossoyeurs de langage diviseurs, mais d'inspirateurs, des gens qui nous motivent à aller de l'avant. Demandez à un jeune aujourd'hui qui c'est qui l'inspire. Mais demandez à une personne de notre génération qui c'est qui l'inspire. Hein? Nous aurons des réponses très édifiantes. Donc, aujourd'hui, tout leader, le leader, ce n'est pas seulement le politicien. Le leader, il est religieux, il est dans les organismes sociaux. Tout leader devrait prendre conscience qui c'est qui l'inspire. Il n'y a rien de mieux que l'inspiration, le modeling, le role modeling, just to shape others into development, wanting to do things. Nous sommes une nation de gens possibles, mais il s'agit de nous ressaisir. Il faut arrêter cette mentalité de se prendre comme une victime. Je suis victime de tout. Non, devenons des acteurs, mais pas des réacteurs. Et je crois que la bataille, cette construction de la paix, va se faire comme cela. Nous avons toute l'infrastructure ici à Maurice. Ici, il est temps pour nous d'arrêter de dire qu'il nous manque ceci, qu'il nous manque cela. Mais ce qu'il nous faut, c'est des drivers, hein, des femmes et des hommes de conviction et un climat paisible où nous allons voir tous ces changements. Voilà, je pense que c'est le mot de la fin pour chacun de vous. C'est celui qu'a dit le pasteur David White. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pendant ces 2 semaines. Nous avons commencé 2023 de façon magnifique. Donc ce qu'il nous reste à dire, et je pense que c'est le souhait du Conseil des religions, que nous ayons une année vraiment paisible. On fait un appel pour que chacun de nous, on ait retenu quelque chose de ce qu'ont dit nos invités pour construire, pour bâtir,
pour œuvrer ensemble pour la paix. Merci de votre attention et à la semaine prochaine pour un autre programme afin qu'ensemble, Tipa Tipa, nous avancions. Livrez maintenant, reine longue, si mais pour nous manger. Tipa Tipa.